théologique. Et nous sommes arrivés, n'est-ce pas, au même débat, la question de la réparation, qui, du point de vue juridique, soulève la problématique de la responsabilité. Alors, je voudrais savoir, vous qui avez donc travaillé sur cette question de la réparation, qui va bénéficier de la réparation? Parce qu'à mon avis, il faut revenir au début de la traite, ne serait-ce que la traite transatlantique. Et si on le fait, on va se rendre compte que les pays de la péninsule ibérique, avec la bénédiction de la papauté, avaient donc engagé la traite sur les côtes africaines pour d'abord, dans un premier temps, approvisionner l'Europe en main-d'œuvre et par la suite le tombeau américain, l'univers concentrationnaire de l'Amérique en main-d'œuvre pendant 4 siècles. Alors, à ce moment-là, les collaborateurs africains, parce qu'il faut aussi que les Africains aient le courage de regarder la réalité en face, même si ce ne sont pas ces chefs africains qui avaient pensé le système, les collaborateurs africains à ce moment-là étaient des rois, des empereurs, et certains de ces empires ou royaumes n'existent pas aujourd'hui. S'il faut donc établir les responsabilités du côté africain, qui sera inculpé et pour répondre de quelle responsabilité? Je vous remercie. Je vais commencer par Madame Floret qui a beaucoup de questions. Oui. Très rapidement. Oui, je vais essayer de répondre de façon succincte. En effet, le parallèle avec la Shoah, il y a des auteurs américains, dont Joy DeGruy, qui appellent la traite transatlantique de Black Holocaust. Donc ça veut tout dire, on est pour eux face à l'Holocauste noir. Et dans ma thèse, justement, en psychologie, qui traite de la traite transatlantique, je fais un parallèle, en fait, entre le sentiment dans les cales du bateau négrier et le sentiment dans les camps de concentration, puisque les mécanismes de déshumanisation sont un peu les mêmes. Donc je fais ce parallèle-là, donc ça résonne en effet beaucoup au niveau de l'histoire. Il faut savoir que la route Bénin-Antilles, en fait, elle est directe. C'est ce que j'ai appris au cours de mes recherches. On a en effet les mêmes ancêtres, puisque le Bénin, je crois que c'était le 2e plus gros comptoir de la traite, et les captifs du Bénin partaient directement dans la Caraïbe. Donc on a vraiment les mêmes ancêtres. Mais du coup, les descendants d'esclaves antillais me disent, mais on ne peut pas se tourner vers l'Afrique parce que les Africains nous rejettent. Quand on va là-bas, ils nous disent, mais en fait, vous n'êtes pas Africains. Et donc le problème de l'identité, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait français, on n'est pas tout à fait africain, on est sur des petites îles au milieu de nulle part, au milieu de l'Atlantique, donc c'est compliqué à construire, et aussi à cause de la créolisation, de tous ces métissages, une créolisation qui pour certains est vécue comme quelque chose qui a été imposé, et qui exile dans cette quête identitaire, justement, finalement, comme un viol fondamental de base. Qui exile dans ces questions identitaires qui ne trouvent pas de réponse. Alors il y a tous des courants littéraires en Martinique qui ont participé à réfléchir, à penser ces questions-là. Bien sûr Aimé Césaire, Édouard Glissant, tout à fait Chamoiseau qui propose ce concept de créolisation, de créolité, finalement, qui pourrait être une forme de réponse. En tout cas, les descendants qui ont trouvé la réponse disent qu'ils sont caribéens. Et ça permet de fermer un peu cette question de la quête identitaire. On est caribéen, on a ces identités composites. Et je pense que pour avancer, il faut qu'on accepte en fait la créolisation et qu'on ne reste pas bloqué sur les questions de couleur de peau. Surtout qu'il y a des historiens qui ont bien prouvé que les Noirs avaient des ancêtres blancs, les Blancs des ancêtres noirs. Enfin, tout a été mélangé. On ne peut pas se camper sur une couleur de peau. En tout cas. Donc il reste une division du peuple quand même pour construire cette identité. Ensuite, le traitement des lieux de mémoire. Oui, il y a plusieurs lieux de mémoire, il y a plusieurs habitations aussi qui ont été restaurées. Le Cap 110, on a cité certains lieux tout à l'heure dans la grande salle, le Cap 110 sur la plage, qui est aussi un lieu de mémoire important. Donc, en tout cas, on peut aller se recueillir sur le souhait sur certains lieux. Par contre, il y a encore un travail à faire au niveau du traitement des cimetières d'esclaves en Guadeloupe qui reste complètement à découvert. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de recherche qui a commencé à déterrer les corps des esclaves et faute de recherche, ils ont dû s'arrêter. Donc il y a des sites qui sont à moitié creusés, à moitié découverts. Il y a des restaurants où les gens mangent près des squelettes. Enfin bon, c'est très particulier. Il faudra peut-être finir en fait ce travail, ne serait-ce que par respect
pour les descendants qui me disent mais regarde comment ils traitent nos ancêtres. Donc en termes de stratégie de mémoire, il y a encore du boulot. Après, sur toutes les îles, il y a eu un silence politique dans la période post-esclavage qui fait que de toute façon, on partait de zéro, presque. Et puis, donc, il y en a qui ont plus avancé sur la réparation que d'autres. En effet,